Chapitre 4. Organiser l'accès à l'indépendance. Maintenant que nous voyons mieux et de façon plus précise le travail qu'il y a à faire, maintenant qu'on a établi une base argumentaire claire, il nous reste à définir la manière d'y arriver. Quand on veut atteindre un objectif, il faut, après l'avoir bien défini, mettre en place une organisation qui aura pour but d'atteindre cet objectif. Il faut ensuite donner à cette organisation une structure administrative orientée vers l'atteinte de cet objectif et, par la suite, lui donner accès aux ressources humaines et financières pour effectuer le travail nécessaire à l'atteinte de cet objectif. L'objectif, convaincre les Québécois de la nécessité de l'indépendance. Je le répète, l'objectif n'est pas de convaincre les Québécois de voter oui à un référendum, ni de voter pour un parti politique indépendantiste, mais bien et seulement de les convaincre de la nécessité de l'indépendance. Parce qu'il s'agit, en termes démocratiques, de la seule façon de réaliser un nouveau pays. Confier la réalisation de l'indépendance à un parti politique, est-ce que c'est une bonne idée? Revoir le rôle des partis politiques. Jusqu'à maintenant, on a chargé les partis politiques de la mission de faire la promotion de l'idée d'indépendance. On leur a aussi donné la responsabilité de la réalisation de l'indépendance. Encore une fois, cette décision stratégique fondamentale n'a jamais été remise en question. Pourtant, lorsqu'on analyse la situation sous l'angle de l'efficacité administrative, on se rend compte rapidement que l'outil privilégié est loin de correspondre à l'outil idéal nécessaire pour effectuer ce travail. C'est comme si on décidait de couper un arbre avec un canif. Oui, l'arbre peut finir par succomber aux assauts du canif. Mais n'y a-t-il pas lieu de se questionner sur l'efficacité de l'outil qu'on a choisi? Ne serions-nous pas plus efficaces si l'on utilisait une scie à chaîne, un outil créé et pensé pour couper un arbre? Que ce soit pour le Parti québécois au Québec ou le Bloc québécois au fédéral, ces organisations spécifient clairement que dans leurs objectifs fondamentaux, l'atteinte de l'objectif de l'indépendance. Depuis plus de 50 ans, on s'appuie sur ces organisations pour atteindre cet objectif. Cela est bien beau, mais après 50 ans, l'objectif n'est pas encore atteint. Il est certainement opportun de se poser la question sur l'efficacité de ces organisations en regard de cet objectif. Comment peut-on travailler un objectif si longtemps et ne pas réussir à y arriver? Ne faut-il pas dès maintenant se questionner sur cet échec? Ne doit-on pas cesser de critiquer nos concitoyens en dénonçant leur peur et leur manque de courage pour expliquer nos échecs passés? Il faut faire table rase de nos idées préconçues sur le sujet et faire une véritable analyse des motifs réels de nos échecs antérieurs. Se pourrait-il que, de par leur nature même, les partis politiques électoralistes ne soient pas le meilleur outil pour atteindre cet objectif? Ou bien, se pourrait-il que les partis politiques, à cause de leur nature intrinsèque, constituent la pire organisation à utiliser pour atteindre cet objectif? Comme nous le verrons plus loin, le principal argument pour favoriser le choix du parti politique comme dirigeant du mouvement indépendantiste, c'est l'accès privilégié qu'ont ces organisations à du financement public. Cet accès a pour effet central de multiplier de façon importante les ressources financières qui peuvent devenir assez accessibles pour réaliser des activités spécifiques de promotion de l'indépendance. Ce qui a, jusqu'à maintenant, justifié ce choix. Si jamais on arrive à la conclusion que cette démarche doit nécessairement être dirigée par un parti politique, il serait essentiel qu'au moins une partie de la structure interne de ce parti soit très, très clairement organisée, pensée et financée dans le seul objectif de faire la promotion et la réalisation de l'indépendance. C'est particulièrement le cas pour le Bloc québécois,
dont la législation électorale canadienne bonifie les dons des citoyens en multipliant carrément par 3 la valeur de la plupart des sommes données par les partisans. Si l'on examine de près ces 2 organisations, le PQ et le Bloc, on s'en rend compte que dans les faits, ces organisations sont d'abord et avant tout des organisations pensées, construites et financées pour gagner des élections. L'objectif premier est de prendre le pouvoir ou, minimalement, de faire élire le plus de députés possible. Dans l'esprit de tous, maintenant, ce n'est pas de prendre le pouvoir pour faire l'indépendance, mais de prendre le pouvoir pour faire un référendum sur l'indépendance. Il y a déjà là un premier divorce entre promotion, réalisation de l'indépendance et être élu. Ces partis politiques ont donc non seulement l'objectif de faire élire des députés et de prendre le pouvoir, mais également de faire progresser dans la population l'idée de rendre la nation québécoise indépendante. Ces organisations ont donc 2 objectifs à atteindre en même temps. Pendant notre carrière professionnelle, nous avons fait pendant quelques années de l'analyse d'organisation. Il s'agissait dans notre travail d'évaluer la pertinence et l'efficacité de structures administratives. Une des premières questions qu'on posait aux gestionnaires lorsqu'on les rencontrait, c'était de nous dire quelle était la mission de leur organisation ou celle de leur unité administrative. Si dans la réponse qu'on recevait, il était clair que l'organisation essayait d'atteindre parallèlement 2 objectifs distincts, on devait soulever, à prime abord, la pertinence de cette situation. Si le gestionnaire était dans l'impossibilité de réduire à une seule la mission attribuée à son organisation, on devait alors s'assurer de mettre en place une division des responsabilités en tenant compte que 2 objectifs distincts devaient être atteints en attribuant à chacune des unités créées une mission spécifique différente. Or, un tel de partage des responsabilités n'existe ni au Bloc québécois ni au Parti québécois. Pour illustrer notre propos, voici ce que nous avons personnellement vécu au Bloc québécois. Nous avons œuvré pendant quelques années à des activités de promotion de l'indépendance à l'intérieur du Bloc québécois. Cela nous a amenés à faire des constatations surprenantes que nous considérons fondamentales dans l'explication du peu d'efficacité du travail du Bloc pour nous faire amener à l'atteinte de l'objectif de l'indépendance. L'exemple du Comité Québec-Capitale d'un pays. Pour concrétiser ce que nous voulons faire comprendre, voici un exemple concret, vécu au Bloc québécois. L'expérience du Comité Québec-Capitale d'un pays. Le 28 mai 2016, le Bureau national du Bloc québécois entérinait une résolution que nous proposions, donnant son appui à la mise en place d'un comité nommé Québec-Capitale d'un pays. Peu de temps après cet appui formel, prenait la forme de la mise en place sur le site Internet du parti d'une page au nom du comité et l'instauration d'un mécanisme de financement des activités du comité. Il s'agissait d'une première pour le parti. En effet, pour la première fois, le parti donnait son appui à une activité politique spécifique ayant pour objectif de faire la promotion de l'indépendance et qui mettait en place une mécanique de perception des dons. Dans les faits, on devrait rapidement se rendre compte que la mécanique mise en place visant à réaliser cet objectif rendait impossible sa réalisation. Pour que le comité puisse solliciter les membres du Bloc québécois à réaliser une activité de promotion de l'indépendance, le financement de cette activité a été subordonné à l'atteinte en premier lieu des objectifs financiers des activités électorales du parti. En effet, pour que le comité soit autorisé à recevoir les dons des membres pour cette activité, il devait 1. Obtenir l'autorisation de l'exécutif de chaque circonscription pour pouvoir solliciter les dons des membres de cette circonscription. 2. Les dons obtenus ne pouvaient être transmis au comité que seulement lorsque la circonscription à laquelle appartenait le donateur
aurait atteint 100% des objectifs de financement fixés par le parti. 3. Seulement 60% des dons alors recueillis par le comité seraient alors attribués au comité, le 40% restant allant à la circonscription. 4. Seules les circonscriptions de la grande région de Québec pouvaient être sollicitées pour participer au financement du comité. Dans les faits, cela subordonnait la tenue d'une activité de promotion de l'indépendance à l'atteinte des objectifs électoraux du parti. Par ailleurs, jamais un dirigeant du parti ou un député ne sont intervenus pour appuyer le travail du comité et encourager les membres à le financer. La même attitude a été maintenue pendant la période où Martine Ouellette a été présidente du parti. Jamais, par la suite, Yves-François Blanchet n'a montré quelque intérêt que ce soit pour cette activité. Si on regarde le budget du Bloc québécois, on constate rapidement qu'il n'y a aucune somme significative réservée spécifiquement à la promotion de l'indépendance. Il faut aussi constater qu'aucune ressource humaine et matérielle n'est spécifiquement attribuée à l'atteinte de cet objectif. Toute la structure de l'organisation, toutes ces ressources sont attribuées, comme pour tous les partis politiques, à faire élire des députés. Si vous regardez le budget du Bloc québécois, vous constaterez qu'il est défini en fonction d'une répartition des agents entre les instances et les ressources humaines qui sont toutes engagées dans l'effort que le parti fait pour gagner des élections. Contrairement aux individus, les organisations ont beaucoup de difficultés à marcher et à mâcher de la gomme en même temps. Les organisations sont des bébites complexes et peu flexibles. Il ne faut pas leur en demander trop en même temps. Si on le fait, il faut le faire de façon claire, détaillée et structurée. Une incongruence de notre discours ne nous condamne pas, mais une incongruence dans une structure est presque toujours fatale. Dans le cadre de cette analyse, il est plus facile de comprendre le conflit qui est apparu au Bloc québécois sous la chefferie de Martine Ouellette. Les 7 députés du Bloc québécois alors en place étaient le résultat de la machine électorale du parti. Avec Martine Ouellette, ils font alors face à une chef qui leur dit que dorénavant, ils doivent être les instruments privilégiés pour l'atteinte de l'autre objectif du parti, la promotion de l'indépendance. Dans l'état actuel des choses, cette requête était tout à fait impensable. Pourquoi? Parce qu'elle s'oppose fondamentalement à leur raison d'être et parce que le parti n'est pas organisé pour atteindre cet objectif. On ne réaligne pas une organisation de façon aussi fondamentale en disant simplement aux gens « c'est comme ça que ça va se passer ». Le Bloc québécois, comme parti politique, ne peut pas mettre de côté son objectif de faire élire des députés. Il ne peut pas décider du jour au lendemain que la structure organisationnelle qu'il a mise en place pour faire des élections devienne une structure de promotion d'une idée politique et que l'ensemble de ses budgets et de ses ressources soient attribués à cette nouvelle mission sans que les premiers bénéficiaires de l'apport de l'organisation se sentent lésés ou menacés. Si jamais le Bloc québécois voulait atteindre simultanément un objectif électoral et un objectif de promotion de l'indépendance, il devrait, de toute urgence, mettre en place une structure organisationnelle qui permette de faire cela. Il faudrait qu'il y ait au Bloc québécois des ressources financières, matérielles et humaines qui soient formellement attribuées à l'atteinte de chacun des objectifs et que soient mis en place des mécanismes de coordination des activités réalisées par ces deux sous-unités, mécanismes permettant de résoudre de façon démocratique ou autrement les conflits qui nécessairement vont surgir entre ces deux structures. Actuellement, ceci n'existe pas. Cela explique pourquoi, à tout bout de champ, se trouve en chicane sur la place publique. Il y a actuellement, au Bloc québécois, une schizophrénie logique, tout à fait ingérable administrativement. On essaie de faire travailler une organisation pensée pour faire élire des députés et promouvoir une idée politique. L'image factuelle que nous voyons actuellement nous montre un Bloc québécois, parti politique dont l'objectif est, dans les faits et dans sa nature, comme tous les partis politiques, de faire élire des députés. L'ensemble de l'organisation, l'ensemble des ressources
du moins sur papier, est entièrement et uniquement concentré sur l'atteinte de cet objectif. Il n'y a actuellement aucun élément dans le financement, budget, comptabilité, et dans la structure organisationnelle, structure par circonscription, regroupement circonscription et instances, ayant pour objet la réalisation de l'objectif de faire la promotion de l'indépendance. L'atteinte de cet objectif est actuellement entre les mains des différents militants, membres, députés ou organisations qui veulent bien y travailler. Il semble que ces gens doivent trouver les ressources qui sont nécessaires pour réaliser ces activités. Cela semble vrai, quel que soit le niveau occupé par le promoteur dans la hiérarchie du parti. Ce que nous voyons actuellement, c'est qu'il n'y a pas dans le parti de structure mise en place pour atteindre cet objectif. Nous ne voyons pas non plus actuellement l'ébauche d'un plan d'action national encadrant pour les prochains mois et la prochaine année l'ensemble des activités du Bloc québécois en matière de promotion de l'indépendance. Enfin, si on se fixe des objectifs précis de cueillette de dons, nous n'avons aucune idée de la nature et de l'objectif que le parti veut atteindre en matière de promotion de l'indépendance. Cela semble se résumer actuellement à dire qu'on veut faire plus. Point. Dans toute organisation, si on veut savoir si l'on travaille efficacement, il faut définir des objectifs spécifiques, mesurables, se doter d'un plan d'action visant à l'atteinte de ces objectifs et par la suite mesurer l'atteinte de ces objectifs. Sans cela, on peut dilapider pendant des années inutilement des ressources précieuses. Ce n'est qu'après avoir fait cela qu'on pourra véritablement avoir la participation des députés à la mise en place de ce plan qui aura été adopté par les membres et dont la responsabilité aura été attribuée à des personnes redevables de leur réalisation. Il ne faut pas oublier que notre principal adversaire, c'est le gouvernement fédéral, que cet adversaire a accès de façon quasi illimitée à des ressources financières qu'il peut mettre au service de sa cause. Il a accès à des individus, des organisations, des institutions puissantes qui ont aussi des ressources importantes. On peut penser ici aux ressources immenses qui ont été engagées par le gouvernement fédéral dans le 150e anniversaire du Canada. Une campagne de propagande sans précédent pour susciter l'adhésion des Québécois à cette utopie politique. Il ne faut pas oublier que le mouvement indépendantiste remet en question l'existence même du Canada. Il y a beaucoup de gens, beaucoup d'organisations qui ont des intérêts importants et qui sont prêts à aller très loin pour bloquer la route à notre volonté d'indépendance. Il est important de noter qu'actuellement, le Bloc québécois reçoit d'année en année environ 1,5 à 2 millions de dollars en dons, d'environ de 10 000 à 15 000 Québécois. Il y a au Québec plusieurs millions de partisans de l'indépendance. Le Bloc québécois ne récolte donc qu'une très petite partie des montants qui pourraient, selon nous, être affectés à la promotion de l'indépendance. Il ne faut pas oublier que sur les 2 milliards de potentiel, les 3/4 sont retournés aux donateurs à travers un crédit d'impôt. Rendre cet argent disponible pour des activités de promotion de l'indépendance ferait en sorte que la promotion de l'indépendance serait en grande partie financée par la partie adverse. Il est tout à fait incompréhensible que cet avantage ne soit pas exploité ou qu'il soit si peu exploité dans notre démarche. Dans les partis politiques indépendantistes, les activités sont déterminées de façon prioritaire par la situation électorale. Ces activités, que ce soit une réunion statutaire ou une élection partielle, une réunion de députés, ces activités ont toujours la priorité sur les activités de promotion de l'indépendance. Cette constatation peut s'appliquer au Bloc québécois et au Parti québécois et à Québec solidaire. La pensée première des partis actuels s'exprime de la façon suivante. C'est beau ramasser de l'argent pour financer la promotion de l'indépendance, mais il ne faut pas que cela se fasse au détriment de l'argent qu'on a besoin pour faire des élections. C'est le raisonnement qui s'applique toujours dans ces circonstances. Dans les faits, il est quasiment impossible pour un parti politique de poursuivre en même temps l'objectif de faire élire des députés et celui de faire la promotion
d'un changement politique fondamental. On ne peut diriger une voiture vers deux destinations sans risquer de ne se rendre nulle part. La nécessité d'un plan d'action précis. Un plan d'action précis est un outil essentiel à la réalisation de tout objectif. Se donner un objectif clair est une bonne idée, mais le plus important, c'est de déterminer comment on va atteindre cet objectif. On appelle ça opérationnaliser une démarche. La première condition pour arriver à rendre le Québec indépendant, c'est de convaincre la majorité des citoyens de la nécessité de cette indépendance. Faire la promotion de l'indépendance. Élaborer une constitution, c'est une bonne chose, mais cela ne peut être qu'une démarche dans un programme qui doit être beaucoup plus vaste et élaboré. Faire une élection sur le thème de l'indépendance peut être une bonne idée, mais elle ne remplace d'aucune façon la nécessité de travailler d'abord à créer un consensus politique dans la population. Depuis 50 ans, les partis politiques au Québec, particulièrement le Parti québécois, ont utilisé l'essentiel de leurs ressources à gagner des élections. Nous ne voyons pas comment ni pourquoi il en serait autrement dans les prochains mois, voire les prochaines années. Nous respectons le travail fait par ces partis depuis des années. Nous en sommes en faveur de leur développement et de leur expansion. Ce sont des outils utiles en regard de l'atteinte de l'objectif de l'indépendance. Il faut cependant comprendre que de remettre le sort de notre nation à ces 16 organisations ayant des moyens très limités et dont la préoccupation première reste de tout faire pour devenir un gouvernement, ne doit plus constituer la base de notre démarche. La nécessité d'une organisation vouée à ce seul objectif. Il est impératif de mettre en place une organisation nationale dont l'objectif premier sera de se vouer à la réalisation de l'indépendance. Nous avons travaillé dans les dernières années à la conception et l'organisation de cette structure. Paradoxalement, pour des motifs que nous expliquerons, cette organisation serait un parti politique, particulièrement un parti politique fédéral. Comme vous pouvez l'imaginer, ce parti politique serait tout sauf centré sur l'objectif de faire élire des députés. À cet égard, il ne serait donc pas en compétition avec le Bloc québécois. Une organisation politique non électoraliste ayant accès au crédit d'impôt. Nous proposons que cette organisation soit un parti politique fédéral, essentiellement pour avoir accès au crédit d'impôt accordé aux donataires des partis politiques fédéraux. Les crédits d'impôt pour les contributions monétaires sont les suivants. On peut retrouver ces données-là sur la page du site Internet du Bloc québécois. Pour les premiers 400 $, un crédit de 75 %. Pour les 350 suivants, un crédit de 50 %. Pour un montant supérieur à 750 $, un crédit de 33 1/3. Le plafond de contribution est de 1 725 $ par année, avec un crédit d'impôt maximum de 650 $. Comme on l'a dit précédemment, la création de cette organisation ne vise d'aucune façon à concurrencer le Bloc québécois sur le plan électoral. La législation fédérale impose aux partis politiques reconnus d'avoir des activités électorales. Un parti reconnu doit au minimum présenter un candidat aux élections générales. Rien n'oblige ce candidat à se présenter dans une circonscription du Québec. Ce parti pourrait, par exemple, présenter des candidats dans des villes comme St. John's, Terre-Neuve, Calgary ou Vancouver. Ces candidats pourraient être des citoyens de l'une ou l'autre de ces provinces, pourraient, entre autres, soulever la question des alternatives politiques qui suivraient le départ du Québec. Les partisans du Bloc québécois argumenteraient sûrement qu'en mentionnant que la création d'un tel parti nuirait au Bloc, puisqu'il perdrait les dons provenant de donateurs en faveur de ce nouveau parti. Une telle affirmation n'a aucun fondement. Certes, la création d'un nouveau parti ferait concurrence au Bloc québécois. Mais dans bien des situations, la création de concurrence fait grandir le marché. Pour notre part, nous maintenons à un niveau très bas notre contribution au Bloc québécois, depuis que nous sommes convaincus de son inaction en matière de promotion de l'indépendance. Je n'hésiterai pas une minute à verser annuellement à une autre organisation politique
un montant de 400 $ en dons, en sachant que ce don ne coûterait que 100 $ et que le gouvernement fédéral investirait 300 $ dans la promotion de l'indépendance à travers le 300 $ de crédit d'impôt qu'il me retournerait. Nous sommes persuadés qu'il y a des centaines de milliers de Québécois qui feraient de même. Il y a donc des millions de dollars en jeu. Il est incompréhensible que ces ressources financières potentielles soient si peu exploitées. S'il y avait sur la planète un seul fabricant de vélos, il n'y aurait que très petit marché d'acheteurs de vélos. Il est reconnu que la concurrence stimule la croissance des marchés. Une organisation rassembleuse. Cette organisation serait donc essentiellement une organisation centrale servant à réunir des ressources financières et à organiser et à planifier l'utilisation de ces ressources. Rien dans la législation électorale canadienne ne restreint les dépenses des partis politiques. Ce qui est contrôlé par la loi, c'est le financement des partis, pas leurs dépenses courantes. Les dépenses des partis sont contrôlées pendant les périodes électorales. En fait, on ne permet pas au Canada, à n'importe qui et à n'importe quelle organisation, d'intervenir dans les campagnes électorales. Ces dépenses sont encadrées. En dehors des périodes électorales, les partis politiques peuvent dépenser leur argent comme bon leur semble. Par exemple, l'organisation proposée pourrait financer une organisation comme Oui Québec ou toute autre association ou organisation nationaliste ou indépendantiste. Cette organisation pourrait financer des sondages, des études économiques, l'élaboration de plans de promotion et autres. Toutes ces activités sont soit totalement absentes au Bloc québécois ou très marginales. Cette organisation viserait donc à réunir l'ensemble des intervenants œuvrant à la promotion de notre indépendance. Elle pourrait les soutenir en développant et en opérationnalisant un plan stratégique d'atteinte de cet objectif et en rassemblant des ressources financières importantes. Ces ressources serviraient à occuper l'espace public pour convaincre nos citoyens de la naïveté de penser qu'il puisse être profitable d'envoyer la moitié de nos impôts à un gouvernement qu'on ne contrôle pas et qui a tout intérêt à freiner notre développement. Avant d'entreprendre toute action, il est important de bien identifier ses objectifs ainsi que les meilleurs moyens pour les atteindre. Aussi, l'essentiel des ressources affectées par une telle organisation dans sa période de démarrage serait affecté à la formulation d'un plan d'action détaillé. Ce plan d'action serait élaboré avec la collaboration et l'expertise de spécialistes en communication publique. L'objectif de cette organisation serait clairement défini, faire l'indépendance. La façon de vérifier si l'objectif est atteint est de sonder régulièrement les Québécois sur leur adhésion à cet objectif. Le parti devra donc s'assurer que la base du support à l'indépendance soit maintenue et qu'elle grandisse dans le temps. Il faudrait au moins fixer comme objectif d'augmenter ce support d'environ 5 % par année. Des sondages réguliers pour vérifier l'atteinte des objectifs. Les dirigeants de l'organisation seraient appelés à communiquer aux membres à chaque semestre l'état des appuis atteints. Ils devront donc sonder les Québécois de façon régulière sur l'atteinte de l'objectif. Il est terminé le temps où ce n'est qu'en élection qu'on vérifie comment se porte l'option indépendantiste. Ces dirigeants seraient évalués en fonction de l'atteinte de cet objectif. Les programmes et les activités seraient aussi évalués en regard de leur efficacité réelle. Une plateforme de sociofinancement. L'indépendance, c'est la possibilité de dépenser son argent comme on veut. Jusqu'à maintenant, les partis politiques s'adressent à leur clientèle en les sollicitant pour des dons qui sont utilisés par le parti pour financer les activités du parti. Dans ce cadre, ce sont les représentants élus par les membres dans les diverses instances qui définissent les programmes de dépenses et l'allocation des ressources. De cette façon, un membre qui donne de l'argent à un parti comme le Bloc québécois, en pensant qu'il va l'utiliser pour faire la promotion de l'indépendance, doit se fier au discours des représentants de ce parti et utiliser les instances pour orienter l'action du parti ou contrôler le travail des représentants. La technologie moderne et les réseaux sociaux permettent maintenant d'offrir en ligne un produit avant de le fabriquer.
C'est bien beau de dire qu'on va faire des activités ou des programmes ou des plans d'action de promotion de l'indépendance, mais que fait-on si personne n'est prêt à en financer la réalisation? Donc, on ne demandera pas seulement aux membres ou aux donateurs de donner de l'argent à l'organisation et de laisser celle-ci de décider de son utilisation. Donc, ces personnes seront informées de ce que l'organisation veut réaliser en leur expliquant cela de la façon la plus concrète possible et on va leur demander s'ils sont prêts à donner à l'organisation de l'argent pour financer ces activités spécifiques. On fera de même en regard du support que le parti pourrait donner à toute activité de promotion de l'indépendance qui serait mise de l'avant par toute organisation civile ayant un projet qui nous semble efficace pour la promotion de l'indépendance. L'organisation pourra se concentrer sur la planification nationale et régionale et financer ainsi les activités les plus intéressantes, celles que le monde, les donateurs, aiment suffisamment pour leur octroyer des moyens financiers. Avec une plateforme de sociofinancement, l'organisation deviendrait le pivot central du financement et de la coordination et de concertation de tous les Québécois qui veulent concrètement faire sortir notre nation de son statut d'État dépendant. Pour financer la gestion de cette organisation, une proportion de 20 % des dons faits au parti sera affectée à cet élément pour financer la promotion de la plateforme et pour réaliser et coordonner l'application d'un plan d'action global. Voici des exemples d'activités qui pourraient être proposées sur la plateforme. Mise en place d'un comité Québec capitale d'un pays, création d'un groupe de discussion sur la péréquation, réalisation d'un concours de promotion de l'indépendance sur X, tenue d'un salon de l'indépendance. Bien évidemment, toute activité proposée sera en harmonie avec le plan d'action élaboré. Il n'y a rien qui s'oppose à solliciter des dons en permettant aux donateurs d'exprimer ses préférences sur ce qui doit être fait avec son argent. Il faut comprendre que cette liberté d'expression constitue un sondage perpétuel sur la pertinence des actions de promotion qu'on peut penser et réaliser. Si personne n'est prêt à financer une activité, ce n'est peut-être pas ce qu'il faut entreprendre. Comme mentionné, toute contribution qui serait versée au parti devrait être faite en permettant au donateur d'indiquer le plus précisément possible à quoi il veut que sa contribution soit affectée. Le principe du vote avec son argent sera l'un des principes de base du financement de cette organisation. Pendant la période initiale, comme précisé précédemment, la priorité sera donnée au financement de l'élaboration du plan d'action. Dans le cadre du fonctionnement de cette organisation, ce sont les activités, les idées ou les actions qui ont réussi à recueillir les sommes nécessaires à leur réalisation qui seront entreprises. Vous pensez avoir l'idée du siècle? On va la regarder, on va demander aux citoyens de la financer et c'est l'arrivée de leur contribution qui fera en sorte qu'elle sera réalisée. Nous pensons que cette façon de fonctionner peut augmenter de façon exponentielle l'efficacité du travail réalisé. Une structure minimale. Dans une structure administrative où les ressources financières qui y rentrent sont affectées d'avance à une activité déjà identifiée, les gestionnaires du parti joueront un rôle beaucoup plus secondaire dans la détermination des budgets. Ce que l'organisation fera ou ne fera pas sera largement déterminé par le choix direct de ses membres. Les dirigeants du parti verront leur rôle se définir en conséquence. Donc, l'organisation sera dirigée par un conseil exécutif de 5 personnes élues par l'ensemble des membres au poste suivant: président, secrétaire, directeur responsable de l'élaboration du plan d'action de promotion de l'indépendance, directeur responsable de la coordination des activités de promotion de l'indépendance, directeur responsable de la gestion de la démocratie du parti. Les mandats seraient d'une durée de 3 ans. Le rôle premier du conseil exécutif est de décider quels projets de promotion de l'indépendance seront inscrits et maintenus sur la plateforme de financement. Une dizaine de conseils régionaux seraient mis en place. Le financement de ces conseils serait offert sur la base de la plateforme du parti. Comme pour les autres dons, 20 % de ceux-ci seraient affectés au parti et ce qui reste pourrait être affecté aux activités régionales autonomes.
Les conseils régionaux ne pourront mettre en place des services administratifs dédoublant ceux du parti. Hormis ces contraintes, les conseils régionaux seront responsables et auront la possibilité de gérer les contributions qui leur sont accordées. Ce conseil régional aura la responsabilité de définir et de décider des projets régionaux pour la promotion de l'indépendance qui seront sur la plateforme de financement. Donc, la technologie moderne permet maintenant facilement à des coûts très compétitifs de faire des votes universels. Elle permet également de trancher bien des questions en sollicitant l'opinion de l'ensemble des votants. Tout le monde est accessible par Internet ou par téléphone. Cette possibilité, conjuguée au fait que les dons sont orientés et expriment des choix, fait en sorte que cette organisation sera un parti politique à l'avant-garde en matière de démocratie et moderne dans son fonctionnement. Cette façon de faire n'exclut pas les rencontres, les discussions et autres moyens de communication. Nous examinons actuellement diverses méthodes permettant de créer une dynamique de prise de décision qui va plus loin que la simple mise en opposition d'idées qui semblent au départ contradictoires. La démocratie, c'est s'informer, échanger, se sentir libre de décider en conséquence. De plus, cette façon d'aborder la démocratie peut grandement favoriser l'organisation de véritables débats. Ce ne sont pas les instances qui seront décisionnelles, c'est l'ensemble des membres. Le statut du membre lié à l'exercice du droit de vote. Nous proposons que toute personne qui a fait au parti un don minimal de 20 $ par année et qui accepte de transmettre au parti ses coordonnées lui permettant d'exercer son droit de vote soit membre du parti. Le statut de membre lui serait retiré si ce dernier n'a pas exercé son droit de vote dans les 3 dernières occasions où il aurait pu l'exercer. Mise en place d'un mécanisme de contrôle démocratique. Nous croyons qu'il est important de doter l'organisation d'un mécanisme efficace du contrôle du respect des règles de fonctionnement, notamment du respect des règles démocratiques. Pour parvenir à ça, comme dans la société en général, il faut mettre en place un mécanisme indépendant qui a des pouvoirs de sanction. Donc, nous proposons de mettre en place un tel mécanisme. Voici comment cela pourrait s'articuler. Tout membre pourrait soumettre au président du parti une plainte qui pourrait porter sur un manquement allégué par un élu à une règle de fonctionnement de l'organisation. Si cette plainte ne reçoit pas une réponse satisfaisante de la part du président, le plaignant pourrait soumettre sa plainte à un comité ad hoc, qui serait formé des 5 premiers membres choisis au hasard qui accepteraient de siéger à ce comité ad hoc. Le litige serait soumis à ce comité qui aurait un temps défini pour se prononcer sur ce litige. Les décisions de ce comité seraient exécutoires. Sur certains sujets, ces décisions pourraient être soumises au vote de l'ensemble des membres. Le comité aurait des pouvoirs de sanction, notamment le pouvoir d'exclure de façon temporaire ou permanente l'élu déclaré fautif. Des principes fondamentaux protégés par les statuts et règlements. Enfin, pour éviter que la nature même du parti soit modifiée, un certain nombre de principes de base seront considérés comme fondamentaux. Ils ne pourront être amendés que si les 2/3 des membres votants sont en faveur de leur modification. Voici ces principes. Vote universel des membres pour toute décision d'orientation. Maintien en fonctionnement d'une plateforme de socio-financement fonctionnant sur le principe d'offrir aux donateurs l'opportunité à quelles activités spécifiques il veut que son don soit affecté. Absence de présentation de candidats au Québec. Existence à l'interne de recours efficace des membres auprès d'une instance permettant de sanctionner les écarts des élus du parti. Le rôle du Parti québécois dans son nouveau contexte. Notre proposition entraîne nécessairement une révision du rôle que joue ou jouerait le Parti québécois dans ce cheminement. Depuis toujours, le Parti québécois a été identifié comme le fer de lance de l'option qu'on appelle souverainiste. Encore aujourd'hui, on mesure l'appui à l'indépendance à l'appui que la population donnerait au Parti québécois dans une élection. Il est loin d'être certain qu'une adéquation aussi serrée entre appui au Bloc québécois et appui à l'indépendance soit une situation favorable à l'accès à l'indépendance.
Il y a toutes sortes de motifs qui peuvent amener une personne à appuyer ou non un parti politique plutôt qu'un autre. Il y a toutes sortes de circonstances liées à toutes sortes de facteurs qui peuvent influencer l'endroit où l'électeur fera son petit X lors d'une élection. Le Parti québécois ne doit pas être le seul et l'unique porteur du message d'indépendance. Il faut permettre à toutes les voix, regroupées de toutes les façons possibles et imaginables, de faire la promotion de l'indépendance. Il faut soutenir les efforts de tous dans la transmission du message. C'est ce que nous proposons de faire avec la création d'une nouvelle organisation. Cela ne veut pas dire qu'on enlève quoi que ce soit au Parti québécois. Bien au contraire. Cette organisation pourrait très bien donner au Parti québécois la possibilité de réaliser des activités de promotion de l'indépendance qu'elle n'aurait pas les moyens de faire. Voici comment cela serait possible. Les contributions des citoyens du Québec à un parti politique provincial sont limitées à 100 $ par année. Aucun crédit d'impôt n'est octroyé par le gouvernement du Québec aux donateurs. L'existence de l'organisation proposée permettrait aux donateurs québécois d'investir beaucoup plus en contributions en faveur de l'indépendance en finançant les activités de l'organisation et en leur permettant, en contrepartie, comme nous l'avons expliqué précédemment, d'avoir accès à des crédits d'impôt importants. Est-ce que cela ferait en sorte que le Parti québécois aurait moins de fonds? Pas nécessairement. L'organisation créée pourrait aviser les donateurs partisans du Parti québécois qu'il est important de continuer de soutenir le parti. Il se peut que la possibilité d'augmenter l'efficacité du don pousse les donateurs à être plus généreux. Comme nous l'avons indiqué précédemment, il se peut qu'une concurrence sur cet aspect ait un effet d'entraînement sur le total des dons qui seront récoltés. Enfin, il faut comprendre que pour les partis politiques québécois, l'élément le plus important de leur financement est lié à leurs résultats électoraux. C'est d'ailleurs un incitatif puissant pour orienter les activités des partis québécois. Pour l'organisation proposée, cette motivation sera totalement absente de ses motivations organisationnelles. Conclusion. Nous espérons vous avoir convaincu de la pertinence de notre approche visant à identifier les étapes et les actions nécessaires pour que la nation québécoise atteigne son indépendance. Un discours clair et simple, une démarche juridique politique simple et sans ambiguïté. La mise en place d'une organisation ayant un objectif clair, un plan d'action structuré, une structure organisationnelle adaptée à l'objectif poursuivi. Une organisation contrôlée par ses membres dont les gestionnaires sont évalués en fonction de leur rendement. Nous espérons que ce texte aura permis de faire avancer notre nation vers son objectif de libération, en constatant notamment ce qui est en jeu maintenant, c'est notre existence. Ronald Sirard, partisan de l'indépendance. On peut avoir plus de détails en consultant le site Internet de proindépendance.org ou la page Facebook de cette organisation. Comme on pourra le constater, le travail de conception de réalisation de cette organisation a bien enclenché. Pour concrétiser son existence en parti politique fédéral, il ne suffit que de la signature de 300 citoyens canadiens.